Bienvenue à cette présentation de la deuxième vidéo sur les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration. Je m'appelle Steven. Ce vidéo a été préparé par l'unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. Avant de commencer, je voudrais mentionner que l'objectif de notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration est de s'assurer que les administratrices et administrateurs d'organismes sans but lucratif ont les connaissances, les compétences et les outils de base pour réussir dans leur travail. Nous sommes conscients que certains d'entre vous ne sont pas membres d'un conseil d'administration et ce n'est pas un problème. Sachez cependant que les renseignements, les concepts et les idées sont présentés d'un point de vue des membres d'un conseil. De plus, les renseignements présentés ici servent d'introduction ou de rappel pour s'assurer que les administrateurs ont la compréhension de base des concepts et principes de gouvernance nécessaires pour réussir dans leur travail au sein d'un conseil. Nous avons d'autres ressources que vous êtes invités à utiliser, comme notre boîte à outils. Un lien dans la description de cette vidéo mène à des ressources et des liens supplémentaires qui pourraient vous aider, vous et votre organisme sans but lucratif, à résoudre vos problèmes de gouvernance. Cette boîte à outils comprend une copie des diapositives présentées dans cette vidéo et toutes les vidéos de notre série sur le perfectionnement des conseils. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et de recevoir des notifications de nouvelles vidéos. La dernière chose que je veux mentionner avant de commencer est que dans la présente vidéo, nous ne fournissons pas de conseils. Les renseignements fournis dans cette vidéo et les documents connexes ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, ni comme une prestation de services juridiques ou d'autres services professionnels de quelque nature que ce soit. Nous voulons simplement vous transmettre des renseignements qui, selon nous, aideront les administrateurs qui s'occupent de la gouvernance et des opérations de leur organisme. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de nommer et expliquer les 9 principes de la gouvernance, nommer et expliquer les qualités et les compétences d'un bon administrateur, expliquer les composantes de la conception organisationnelle, expliquer comment les structures et les processus peuvent soutenir le fonctionnement efficace et efficient d'un organisme. Alors, sans plus tarder, allons-y. Je vais simplement préciser les 4 rôles et les 7 responsabilités présentées dans la première partie et sur lesquelles vous avez travaillé. Parallèlement à ces 4 rôles et 7 responsabilités, il est entendu qu'il existe aussi plusieurs principes d'une saine gouvernance que les conseils d'administration devraient suivre et intégrer dans leur travail. Le premier principe est la participation. Tout le monde devrait avoir une voix dans la prise de décision au sein d'un organisme. Vos décisions ont une incidence sur votre organisme directement et parfois indirectement. Il est important que les membres du conseil participent activement aux discussions, aux réunions et à la prise de décision. Il y a aussi tout le cadre juridique ou la règle de droit. Nous parlons de la règle de droit dans la vidéo intitulée « Comprendre votre paysage juridique ». Il est important pour les administrateurs de bien connaître le cadre juridique de l'organisme. Il s'agit de comprendre les règles externes que l'organisme doit suivre. Constitution en société, règlements, autres lois qui s'appliquent à votre organisme, telles que les codes du bâtiment si vous possédez ou utilisez une installation, et l'obligation de diligence. Et les règles internes, telles que les statuts,
les politiques, les procédures et les motions, et la façon dont vous appliquez ces règles internes et externes dans le travail et le processus décisionnel de l'organisme. Vous devez aussi vous assurer qu'ils sont respectés et mis en œuvre au sein de l'organisme. Le prochain principe est la transparence. Vous devez être très transparent dans votre organisme. L'information doit être accessible à tous et si quelqu'un pose une question, il faut lui fournir une réponse. Il devrait y avoir un flux d'informations. Les personnes concernées devraient pouvoir accéder directement à l'information et poser des questions. Vous devez également fournir suffisamment de détails pour que tous puissent comprendre l'information. Les gens devraient être en mesure de trouver l'information requise sur vos sites Web et d'y apprendre en quoi consiste votre organisme et ce qui s'y passe. Le public devrait être en mesure d'obtenir des renseignements auprès des membres, des administrateurs et du personnel, et les renseignements devraient être très cohérents. De cette façon, vous pouvez vraiment assurer la transparence. Le principe suivant est la réactivité et il est lié à la transparence. Tout simplement, si quelqu'un pose une question, il devrait obtenir une réponse en temps opportun. Je tiens à souligner l'expression en temps opportun. La réponse devrait être donnée le plus rapidement possible, pas 3, 4 ou 5 mois plus tard. Les modifications et les réponses devraient également être transmises à toutes les parties prenantes et pas seulement à quelques-unes en particulier. Il devrait également y avoir une orientation consensuelle parmi les membres du Conseil. De nombreux intérêts peuvent être représentés dans un organisme. En général, il existe différentes perspectives dans l'organisme sur tout ce que fait le conseil d'administration. Et il est important d'entendre les opinions de chacun et chacune. Mais le conseil doit également faire des efforts pour parvenir à un consensus entre ses membres sur ce qui est dans l'intérêt de l'organisme. Ainsi, même si vous voulez entendre les différents points de vue, vous voulez également vous assurer que tous s'entendent sur ce qui est dans l'intérêt de l'organisme à l'avenir. Le principe suivant est l'équité et la justice. Toutes les personnes qui font partie de l'organisme doivent être traitées avec équité et justice. Les occasions ne doivent pas être réservées à quelques personnes privilégiées. En ce qui concerne la communauté dans son ensemble, cependant, tout le monde devrait avoir la possibilité de bénéficier des services offerts par l'organisme en vertu de son mandat et de sa raison d'être. L'efficacité et l'efficience. Les choses devraient être faites efficacement et en temps opportun au sein de l'organisme. Les ressources de l'organisme devraient être utilisées de manière efficace et efficiente. Vous devriez insister pour que votre organisme obtienne les meilleurs résultats en utilisant au mieux les ressources. La reddition de comptes. Les décideurs des organismes sans but lucratif sont redevables au public ainsi qu'aux parties prenantes. En tant qu'administrateur, vous devez savoir que vous êtes responsable des décisions, des actions et des résultats de l'organisme. Il s'agit d'un concept important pour un organisme sans but lucratif. Le dernier principe d'une saine gouvernance est la vision stratégique. Il s'agit d'une perspective large et à long terme du but de l'organisme et de la manière dont il y parviendra. Si les affaires et les discussions du conseil d'administration et de l'organisme ne concernent principalement que le présent ou le passé,
et que peu de discussions ou de décisions, voire aucune, ne concernent l'avenir, ce principe particulier ne sera pas respecté. Il doit y avoir une vision et un plan à long terme pour l'organisme. Vous devez insister sur le fait qu'il existe une vision pour l'organisme qui est mise à jour régulièrement et qui inclut les objectifs, les étapes générales et les processus qui permettront de réaliser cette vision. Tout cela ne s'arrête pas aux 9 principes. Nous allons maintenant passer à un autre domaine et examiner la gouvernance d'un point de vue individuel. Examinons les qualités des bons administrateurs. La première qualité est l'intégrité. L'une des qualités les plus importantes d'un bon administrateur est de faire preuve d'intégrité. Cela inclut le fait que vous, en tant que membre individuel du conseil, insistez pour que votre conseil et organisme se comportent de manière éthique et fassent les choses auxquelles le conseil s'est engagé. Les administrateurs doivent surveiller leur propre intégrité, l'intégrité de leurs collègues et l'intégrité de l'ensemble de l'organisme. Le courage. Dans quelle situation un membre d'un conseil doit-il faire preuve de courage? Un administrateur courageux pose des questions difficiles. Vous devriez être en mesure de dire « Je ne suis pas sûr de bien comprendre » ou de demander « Pourquoi faisons-nous cela ?» J'ai un exemple pour vous. Un organisme devait embaucher un entraîneur de soccer coûteux pour son programme junior. Une administratrice a estimé que cela coûtait trop cher pour quelque chose que certains bénévoles pourraient très bien faire. Mais cette personne n'a pas posé de questions ni fait de commentaires. Après avoir embauché l'entraîneur, l'organisme a fait faillite. Plus tard, cette administratrice a regretté de ne pas avoir eu le courage de poser cette question difficile. Pourquoi dépensons-nous pour embaucher cet entraîneur alors que nous pourrions probablement demander à un bénévole de faire le travail? C'est un exemple de ce qui peut être évité lorsque les membres du conseil font preuve de courage. Maintenant, pour que cela se produise, il doit y avoir une culture organisationnelle qui valorise les questions posées par les membres. Le discernement. Vous vous concentrez sur les questions importantes et fondez vos décisions et vos actions sur la sagesse, de saines pratiques administratives et le gros bon sens. Demandez-vous et demandez à vos collègues du conseil, est-ce que cela a du sens? Pensez-vous que c'est une bonne direction à prendre? Une autre qualité d'un administrateur consiste à avoir de la perspective. Les différents membres du conseil d'un organisme ont des perspectives différentes. Cela est souhaitable. Ils devraient avoir un vaste éventail de connaissances et d'expériences à apporter aux discussions et aux décisions. Il n'est pas souhaitable que les administrateurs voient tous les choses de la même façon. Votre point de vue peut être inusité pour vos collègues. Quel que soit le sujet et quelle que soit la discussion, faites part de votre perspective de façon la plus réfléchie et la plus articulée possible. La dernière qualité, mais non la moindre, est la détermination à poursuivre son apprentissage. Les bons administrateurs qui se joignent à un organisme sont enthousiastes à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Une excellente façon de commencer à apprendre consiste à poser des questions. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir et apprendre en tant qu'administrateur. Les conseils traitent souvent de nombreuses questions: finances, gestion des risques et questions juridiques. Il y a beaucoup à apprendre.
n'est-ce pas? Vous devriez donc vous engager à apprendre ces choses parce qu'en fin de compte, vous prenez des décisions et vous devriez en être responsable. Vous devez vous assurer de savoir et d'apprendre avant de contribuer à la surveillance active de votre organisme et de prendre des décisions judicieuses et éclairées. Outre les qualités d'un bon administrateur que je viens de présenter, il existe également des compétences que les membres d'un conseil peuvent apprendre et appliquer afin que le conseil, dans son ensemble, puisse fonctionner et travailler efficacement en équipe. La capacité de présenter ses opinions. Lorsque les membres d'un conseil sont capables de formuler et de présenter leurs idées de manière claire, franche et constructive, ils sont plus susceptibles d'avoir une incidence positive sur les discussions et les décisions prises par le conseil. Les discussions autour de la table d'un conseil peuvent être intenses et se dérouler rapidement. Portez attention à la conversation avant de comprendre comment votre opinion est liée aux idées qui ont été abordées. Comme pour toute chose, si vous vous entraînez à présenter vos opinions, vous vous améliorerez. La volonté et la capacité d'écouter. Tout le monde ne sait pas écouter. Si vous êtes prêt à écouter, vous vous améliorerez. Vous comprendrez quelles questions poser et vous pourrez vous faire une opinion sur ce que disent les autres. Il est important que vous mettiez de côté votre opinion personnelle et vos préjugés et que vous écoutiez ce que disent vos collègues. Au lieu d'écouter la conversation en attendant d'avoir l'occasion de présenter votre idée, écoutez ce qui se dit. Cela est-il vraiment sensé? Est-ce dans l'intérêt de l'organisme? Écouter est une compétence très importante dans toutes les situations, mais particulièrement lorsque vous êtes un décideur dans un organisme sans but lucratif. La capacité de poser des questions. Nous l'avons dit plusieurs fois et je le répète. Si vous ne comprenez pas quelque chose à propos de ce qui a été dit ou abordé, posez des questions. Voici quelques exemples. Vous manquez d'informations? Vous pouvez demander, avez-vous des renseignements supplémentaires à nous fournir? Ou si vous ne savez pas comment certaines idées sont liées, il suffit de demander, je ne vois pas en quoi tout cela est lié. Ai-je raté quelque chose? Vous ne connaissez pas le contexte historique d'une situation? Demandez, cela s'est-il produit dans le passé? Voici un autre point sur le besoin de poser des questions lorsque vous hésitez. Si vous prenez le risque de poser la question que vous avez en tête, il y a de fortes chances que quelqu'un dise, je suis content que vous ayez posé cette question. Je me la posais également. Vos questions permettent de clarifier différents aspects pour le reste du conseil. La compréhension passe par le questionnement durant vos réunions du conseil. Elle ne doit pas être évitée ou abordée avec une attitude défensive, mais plutôt accueillie comme un processus essentiel d'une bonne prise de décision au conseil d'administration. La souplesse. Soyez ouvert aux nouvelles idées et aux changements. Dans tout travail, il est important d'être souple et de s'adapter aux situations et environnements nouveaux. Le monde change et les organismes sans but lucratif, comme tous les autres organismes et entreprises, doivent changer et s'adapter aux nouvelles situations, qu'il s'agisse de changements brusques ou de changements graduels. N'oubliez pas que vous devez être souple face aux nouvelles choses et façons de faire. La fiabilité. Vous comportez-vous d'une manière qui soutient et aide le conseil d'administration? Vous préparez-vous et participez-vous aux réunions du conseil? Si l'on vous demande de faire quelque chose, le faites-vous effectivement?
Si l'on vous demande de faire partie d'un comité, participez-vous activement à l'action de ce comité ou y siégez-vous simplement en principe? Les administrateurs doivent être fiables pour que l'organisme puisse réussir dans son travail. La capacité de penser de manière critique, créative et stratégique. Si le conseil d'administration doit prendre une décision concernant une question d'affaires importante, prenez-vous vraiment le temps de l'examiner et de faire des recherches? Apportez-vous une attitude et un esprit critique à la table? Cherchez-vous des solutions créatives ou de nouvelles façons de faire? Pensez-vous stratégiquement, non seulement ici et maintenant, mais aussi pour l'avenir de l'organisme? En tant qu'administrateur, vous devriez faire profiter votre organisme sans but lucratif de toutes vos bonnes idées, tout comme vous le feriez s'il s'agissait de vos tâches professionnelles, de vos affaires personnelles ou de vos décisions familiales. Dans cette prochaine partie, je vais parler des composants de la conception organisationnelle. En d'autres termes, comment le travail est effectué dans un organisme. Nous prendrons quelques minutes pour voir quels sont ces composants, puis nous verrons comment tous ces concepts dont nous avons parlé dans les premières et deuxièmes parties de cette vidéo sont liés. Alors, comment les choses sont-elles réalisées dans un organisme? La réalisation du travail requis dans un organisme sans but lucratif dépend de 4 composantes. Le premier est le cadre de gouvernance. Le conseil définit le cadre de gouvernance et les groupes de personnes qui travaillent pour l'organisme. Par exemple, le conseil d'administration, les comités, le personnel et les bénévoles. La deuxième composante concerne les systèmes et les politiques. Le conseil crée des systèmes et des politiques. Ces systèmes et politiques décrivent les façons dont les groupes de personnes devront effectuer leur travail. S'agissant des comités, par exemple, les systèmes et politiques pourraient définir le travail sur lequel le comité se concentrera, les personnes qui siégeront au comité et la façon dont le comité rendra des comptes au conseil. La troisième composante concerne les processus. Les processus décrivent les actions nécessaires pour accomplir le travail. Des choses comme comment allons-nous prendre des décisions? Comment allons-nous communiquer? Et, à titre d'exemple, comment allons-nous gérer les conflits d'intérêts? La dernière composante concerne la culture organisationnelle, la mentalité et les compétences du conseil d'administration. Il comprend les principes de la saine gouvernance, ainsi que les qualités et les compétences du conseil d'administration et de ses membres. Voilà donc les composantes de la conception organisationnelle et la façon dont les choses sont effectuées dans un organisme. Mais comment sont-ils liés aux 4 rôles et aux 7 responsabilités des conseils d'administration d'organismes sans but lucratif? Nous venons de décrire brièvement certaines composantes de la conception organisationnelle. Dans la vidéo sur les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration, première partie, vous avez découvert les 4 rôles et les 7 responsabilités des conseils d'administration d'organismes sans but lucratif. En fonction de cette information, cette diapositive montre les composantes de la conception organisationnelle. En d'autres termes, elle illustre la façon dont le travail est effectué dans un organisme. Prenons quelques minutes pour examiner la façon dont tout est lié et dont tous les rôles, responsabilités, compétences et qualités des membres du conseil s'intègrent dans le travail de l'organisme. Cela vous aidera à comprendre les différentes pièces qui
composent votre organisme et la façon dont elles sont liées. Votre conseil. Au centre de l'organisme se trouve le conseil d'administration. Celui-ci représente le plus haut niveau décisionnel de l'organisme. Il détermine le travail qui sera effectué dans l'organisme. Seul le conseil d'administration a l'autorité et la responsabilité de prendre des décisions au nom de l'organisme. Alors, par où le conseil devrait-il commencer? Les 4 rôles clés. Pour comprendre ce qu'un conseil devrait faire, les 4 rôles clés d'un conseil sont un bon point de départ. Rappelez-vous ces 4 rôles. Premièrement, définir et promouvoir la raison d'être de l'organisme. Deuxièmement, obtenir, accroître et conserver les ressources. Troisièmement, assurer la surveillance. Enfin, assurer le rayonnement de l'organisme auprès des parties prenantes. Si le conseil se demande par où commencer, pourquoi ne pas commencer par ces 4 rôles clés? Les 7 responsabilités. Les 7 responsabilités vous donnent une idée assez détaillée de ce sur quoi le conseil devrait se concentrer. Les 7 responsabilités des administrateurs sont les suivantes. Promouvoir la raison d'être et assurer la planification organisationnelle, connaître ses obligations légales, créer une culture éthique et assurer une saine gouvernance, gérer les risques et la responsabilité légale, assumer les responsabilités financières, faire preuve de leadership et travailler en équipe et assurer la gestion des relations. Une fois que le conseil a pris conscience de ces 4 rôles et 7 responsabilités, il doit déterminer comment le travail sera effectué au sein de l'organisme. La première composante est le cadre de gouvernance. Le cadre de gouvernance est une vision globale de l'organisme. Dans le cadre de gouvernance, le conseil doit décrire les structures ou les groupes de personnes qui effectueront le travail au sein de l'organisme. Voici quelques exemples des structures qui composent le cadre de gouvernance. L'un d'eux est le type de poste au conseil d'administration. Les types et l'utilisation des comités. Si l'organisme dispose ou non de personnel en plus de bénévoles. Et les relations hiérarchiques entre le conseil et le personnel et les bénévoles. Voilà donc ce que constitue le cadre de gouvernance. Et maintenant, les systèmes et les politiques décrivent les façons dont les structures ou les groupes décrits dans le cadre de gouvernance peuvent faire leur travail. Prenons le conseil, par exemple. Les réunions du conseil d'administration sont l'une des activités les plus importantes du conseil. Chaque réunion du conseil comporte un ordre du jour. L'ordre du jour peut être le même à chaque fois, ou il peut être adapté pour indiquer les décisions que le conseil doit prendre durant une réunion particulière. Le conseil décide combien de fois par an il se réunira, comment il consignera les procès-verbaux des réunions, où ces procès-verbaux seront conservés et comment les procès-verbaux peuvent être consultés. Il s'agit d'un exemple de système et de politique que le conseil met en place. Le conseil peut aussi élaborer un ensemble de politiques pour l'organisme afin d'orienter le processus décisionnel et d'assurer une prise de décision cohérente. Les processus sont la prochaine composante. Il s'agit des processus que le conseil met en place pour soutenir le cadre de gouvernance, les systèmes et les politiques. Le conseil
peut élaborer et mettre en œuvre des processus ou des procédures pour s'assurer que les systèmes et les procédures sont correctement exécutés. Il existe souvent des processus d'évaluation élaborés par le Conseil pour s'assurer que les choses se déroulent comme prévu. Par exemple, le processus décisionnel, les communications, la résolution des conflits, etc., sont-ils effectués ou se déroulent-ils correctement dans l'organisme? Cela reflète la fonction de gérance des administrateurs dont vous avez également entendu parler dans la vidéo sur les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration, partie 1. La dernière composante est la culture organisationnelle, la mentalité et les compétences. Le graphique montre que la culture organisationnelle, la mentalité et les compétences forment le cadre qui entoure l'ensemble de l'organisme. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons parlé de quelques-uns des éléments qui composent la culture, la mentalité, les compétences de l'organisme. Nous avons parlé des principes de la gouvernance, ainsi que des qualités et des compétences de bon administrateur. Ensemble, ces trois éléments définissent la culture de l'organisme. La culture organisationnelle est une indication de la façon dont les membres du conseil ont convenu d'aborder leur travail et dont ils veulent interagir les uns avec les autres. Certains groupes peuvent avoir un cadre de gouvernance formidable, incluant d'excellents systèmes et politiques, ainsi que des processus, mais les choses ne fonctionnent toujours pas, quelque part, dans la culture organisationnelle. La mentalité, les compétences font probablement défaut. Il manque les principes de la saine gouvernance que j'ai présentés plus tôt. Maintenant, compte tenu de tout ce dont nous venons de parler, vous pouvez voir à quel point un organisme peut être complexe. Vous ne travaillez pas en vase clos. Tout fonctionne de concert et tout est lié. Mais si vous ne savez pas par où commencer, vous devrez peut-être revenir aux différentes couches et voir ce que vous devez faire à l'égard de chacune d'elles. Ce graphique décompose l'organisme en différents éléments que le conseil doit garder à l'esprit lorsqu'il effectue son travail de gouvernance. Encore une fois, rappelez-vous ce qui suit. Que l'organisme soit grand ou petit, la gouvernance commence par le conseil et les 4 rôles et les 7 responsabilités du conseil. Le conseil d'administration est le noyau. Tout revient au conseil d'administration. Il est donc important de revenir au début, alors que la seule chose sur la diapositive était le conseil d'administration. Le conseil d'administration est au cœur de l'organisme. Toutes ces pièces sont importantes pour que l'organisme puisse faire son travail. Et le conseil d'administration est responsable de leur réalisation. Mais le conseil d'administration est la clé. Le conseil d'administration continue le travail, même après que les fondateurs sont partis, parce que ses membres estiment que la raison d'être justifie les efforts et qu'ils sont donc responsables de tout ce qui se passe dans l'organisme. Voilà qui conclut la deuxième partie de notre vidéo sur les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapositive et se trouvent également dans la boîte à outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus amples renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également accéder à nos ressources et vous inscrire à nos webinaires par l'intermédiaire de l'Alberta Non-Profit Learning Center, le centre d'apprentissage sans but lucratif. En outre, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, veuillez fournir votre adresse courriel
dans notre formulaire d'inscription. Vous recevrez ainsi des renseignements sur nos services et ressources dès qu'ils seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Au nom de l'Unité de développement communautaire, merci de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nos collectivités sont plus florissantes grâce à tout ce que vous faites. Merci, au plaisir de vous revoir.